Made in Abyss. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne il y a maintenant 2 ans où je vous présentais la saison 1 de cet animé. Si ce n'est pas encore fait, alors allez la voir si vous voulez tout comprendre. La saison 2 s'est terminée il y a quelques temps et je sais qu'elle a été compliquée pour beaucoup à comprendre. Alors laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé après l'arrivée de nos héros au 6ème niveau. Évidemment, si vous n'êtes pas à jour dans l'histoire, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et ici, on va parler des événements les plus récents de l'anime Made in Abyss. C'est parti. Petite remise au point d'abord, évidemment, un petit rappel des événements précédents est nécessaire. Déjà, sachez que la saison 2 ne suit pas directement la saison 1, puisqu'entre les deux, il y a le film L'aurore de l'âme des profondeurs, sorti en 2020. Rico, pour retrouver sa mère Lisa, va s'allier de l'aigu, un robot venant des profondeurs de l'abysse, et vont ensemble partir à l'aventure en partant de la ville de Horse, située tout en haut de l'immense gouffre. Sur le chemin, et alors que Rico a été mortellement blessé, ils font la rencontre de Nanachi et les trois vont se lier d'amitié. À la fin de la saison 1, nos héros, après avoir soigné Rico, rencontré Nanachi et fait leurs adieux à Mitty, étaient sur le point de se rendre au front de Ido, la base humaine la plus avancée, située tout en bas du niveau 5 et centre de recherche personnelle de Bondrewd, l'un des 5 sifflets blancs, les meilleurs des caverniers. Le film, lui, raconte alors le passage du front de Ido par nos héros et l'affrontement avec Bondrewd. Durant celui-ci, Rico fera l'acquisition d'un sifflet blanc, Prouchka, anciennement une amie de Rico, transformée ainsi à la suite des expériences de Bondrewd sur la jeune fille. Le film se termine sur Rico, Nanachi et l'aigu au moment où ils commençaient à descendre au point de non-retour vers le niveau 6. C'est là que la saison 2 commence. Les particularités de la saison 2 et ses 3 histoires. Outre nos 3 héros principaux, on va suivre l'histoire de 2 autres personnes. Tout d'abord Vueko Elko d'un côté et Faputa de l'autre. C'est cette particularité scénaristique qui rend plus difficile la compréhension de la saison 2, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Vueko Elko est originaire d'un groupe d'explorateurs, les Ganja. Il y a sûrement des dizaines, voire des centaines d'années avant le début du voyage de Rico, ils ont débarqué au sommet de l'abysse dans l'espoir de trouver la ville d'or qui se trouverait tout au fond du gouffre, guidée par une boussole spéciale que possède Vueko et que plus tard Rico aura en sa possession. Le groupe est dirigé par 3 sages composés de 3 membres, Vueko, Belaf et le chef de l'expédition, Waskian. Sur leur chemin, ils feront la rencontre du peuple natif de l'Abysse, duquel ils récupèrent la jeune fille Hirumiui, rejetée par ses pairs car étant considérée comme inféconde. Vueko va décider de la recueillir sous son aile et de l'élever comme sa propre fille. En parallèle, Hirumiui se trouve être importante pour les Ganja car la nature de l'Abysse et surtout sa malédiction leur sont inconnues, ainsi la fille va les guider durant tout le voyage jusqu'au niveau 6. Après plusieurs péripéties que je vous détaillerai un peu plus tard dans la vidéo, le groupe Ganja va fonder le village d'Ilblue. Enfin, Faputa est une ombre, une Nareate, autrement dit une personne vivant au niveau 6 ayant subi des modifications corporelles à cause de la malédiction de l'abysse. Elle est accompagnée d'un robot tout comme l'aigu, Gab ou Urun. Pour les habitants de Ilblue, Faputa est considérée comme le symbole vivant de la valeur et est alors presque vénérée comme une déesse. De son côté, Faputa ne rêve que d'une chose, détruire le village et tuer tous ses habitants. Maintenant que les personnages principaux ont été introduits, Vueko Elko, Faputa, évidemment Nanachi, Rico et l'aigu d'un autre côté, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et tout d'abord, on va parler de l'arrivée au village d'Ilblue concernant les épisodes 1 à 4. Riku, l'aigu et Nanachi, accompagnés de Prouchka, le nouveau sifflet blanc, arrivent enfin au niveau 6, la cité du non-retour. Il est tout simplement impossible à partir de ce point-là d'espérer remonter vivant à la surface, tellement la malédiction y est forte. Nos héros font la connaissance de la faune locale et notamment des dragons turbinides que Lisa considère dans ses notes comme extrêmement dangereux et face auxquels il vaut mieux éviter de se battre. Le groupe établit un campement et la nuit tombe alors. Le lendemain matin, ils se rendent compte que quelqu'un est passé durant leur sommeil en laissant un étrange symbole. Autre problème, Prouchka est introuvable et c'est pour la rechercher que nos héros s'avancent vers Ilblue, croisant au passage des créatures à l'odeur nauséabonde, placées là par quelqu'un. Ilblue est un village fondé par les Ganja. Il s'agit du seul endroit du niveau habité en permanence. Tous ses habitants sont des Nareate, d'anciens voyageurs condamnés, vagabonds ou bien caverniers. Tous ont élu domicile au fil du temps à cet endroit, principalement car ils n'étaient plus capables de continuer leurs aventures. Là-bas, une toute nouvelle société s'est créée avec sa propre monnaie, la valeur et sa propre langue. Perdus, nos héros font fort heureusement la rencontre de Magikaja, un Areate transformé en gaz équivalent dans une enveloppe corporelle mécanique. Celui-ci se trouve capable de parler la même langue qu'eux et leur fait alors la visite du village, en plus de leur expliquer la vie à Ilblue et de les diriger vers une auberge. Sur le chemin, Rico récupère Prouchka qui avait été confié par quelqu'un à un artisan du village qui s'est occupé d'embellir et de réveiller le véritable pouvoir du sifflet blanc. Au même moment, Magikaja dit que Faputa est apparue en dehors du village, expliquant que celle-ci est la princesse des ombres et l'incarnation même de la valeur. La valeur, c'est la monnaie et la chose la plus importante pour Ilblue et ses habitants. Si tu veux acheter quelque chose, tu dois offrir une valeur égale à ce que l'autre partie souhaite te vendre. La valeur, c'est n'importe quoi qui, pour toi, représente quelque chose. Cela peut être une partie de ton corps, un objet en ta possession ou des conditions abstraites comme des informations.
Attention cependant, rien ne peut être donné gratuitement, le don de quelque chose te fait perdre de la valeur et l'achat de quelque chose également. Le vol à île Blue est impossible car si tu cherches à t'accaparer ce qui a de la valeur pour quelqu'un d'autre sans son accord, alors le système de défense du village, la balance des ombres, viendra punir le malfrat en lui enlevant de la valeur proportionnellement à la valeur que représente l'objet désiré pour celui qui le possède. De retour à l'histoire, nos héros s'arrêtent à une auberge. D'un côté, l'Aigu part à la recherche de Faputa car elle pense que c'est elle qui a amené le sifflet blanc de Rico au village. Et de l'autre, Nanachi entend dire de Magikaja que Mitty est quelque part dans le village et qu'elle serait auprès d'un certain Belaf. Au même moment, l'Aigu rencontre Faputa et celle-ci dit le connaître et est visiblement irritée que lui ne se souvienne plus d'elle. À la recherche de ses deux amis, Rico s'arrête dans un restaurant où elle rencontre Mugi, parlant également sa langue, qui lui explique d'ailleurs que le Nareate qui est assis à côté d'elle est Waskian, l'un des 3 chefs du village. Enfin, dans les profondeurs du village, les ombres mouvantes de la balance d'île Blue se rassemblaient autour d'une femme aux cheveux rouges, Vueko Elko. L'histoire de la fondation d'île Blue par les Ganja, ici on va s'attaquer aux épisodes 5 à 9. Cherchant ses amis, Rico tombe dans les profondeurs d'île Blue, là où se trouve Vueko. Celle-ci lui explique qu'elle a été enfermée ici pour s'être opposée à la fondation d'île Blue. Rico décide de libérer Vueko et en échange celle-ci lui indique la localisation de Belaf. Arrivant dans sa demeure, Rico trouve Nanachi et Mitty endormis. Pour les récupérer, Belaf demande à Rico des membres de son corps, ce qu'elle tend à accepter dans un premier temps avant d'être interrompue par Magikaja et Maha. Finalement, alors qu'elle cherchait une solution, le village fut attaqué par un monstre attiré ici pour le chasser. Cependant, le monstre se trouve être bien plus puissant qu'escompté, et alors avec le retour de l'Aigu qui venait de quitter Faputa, Rico utilise son sifflet blanc pour améliorer les capacités de notre héros, tout en formatant un plan pour vaincre le monstre, ce qu'ils arrivent finalement. Voyant leurs capacités, Vueko décide de leur expliquer l'histoire de la fondation de île Blue. A l'époque, le groupe Ganja s'était rendu compte qu'ils ne pourraient plus faire demi-tour, alors ils avaient décidé d'établir un campement au niveau 6 tout en cherchant comment s'approvisionner en eau et en nourriture. Pendant ce temps, Vueko Elko avait noué une relation mère-fille avec Hirumiui, la native de l'Abysse, abandonnée par ses pères. Un jour, Vueko trouve Hirumiui et plusieurs autres Ganja profondément malades. Au départ une poignée, la maladie se répand jusqu'à toucher tout le groupe sauf Vueko et Waskian. Pendant l'épidémie, Waskian et Belaf ont conclu que l'eau qu'ils buvaient était à l'origine de la maladie. Pour tenter de sauver tout le monde, les 3 sages décident de confier à Hirumiui une relique pouvant réaliser un souhait, car pensant qu'un enfant saurait prononcer un vœu simple, ici la guérison, tandis qu'un adulte pourrait formuler un souhait trop difficile, vague ou individuel. Cependant, avec le temps, la relique a fini par fusionner avec Hirumiui et si celle-ci a bien guéri de la maladie, elle accouche désormais d'une créature par jour. Hirumiui a toujours rêvé d'avoir des enfants, alors elle décide d'en prendre soin jusqu'à ce qu'elle se rende compte que les créatures en question n'ont pas d'organes internes et qu'alors elle finit tous par mourir très rapidement en moins d'un jour, ce qui forcément détruit peu à peu son mental et sa santé. Le temps passe et Hirumiui commence à avoir une apparence difforme, se transformant elle-même en Areate, et alors que Vueko tombe elle aussi malade, Waskian souhaite tenter le tout pour le tout et prend alors une décision radicale. Le lendemain, Vueko et les Ganja ne sont plus malades. C'est en demandant à Waskian ce qu'il leur a donné pour qu'ils soient guéris que Vueko et Belaf se rendent compte de l'horreur. Ils ont en réalité mangé les enfants d'Hirumiui. Vueko apprend également que Waskian a donné une seconde relique à la jeune enfant pour améliorer la puissance de son souhait. À un moment donné, Hirumiui est devenue si grande qu'elle ressemble désormais à un bâtiment avec une sorte de portail en son sein. Belaf sera le premier à passer ce portail qui le transformera en Areate. Les autres Ganja le suivirent également. Là est la porte d'entrée du futur village d'île Blue. Cependant, c'en est trop pour Vueko, ne supportant pas tout ce qui vient de se passer. Elle tente de mettre fin à ses jours, pensant qu'en mourant, le souhait d'Hirumiui s'estomperait. Mais elle est arrêtée par Waskian qui décide de l'enfermer dans les tréfonds où elle veillerait sur les ombres, se révélant être les âmes des enfants décédés d'Hirumiui. Finalement, la seconde relique donnée à Hirumiui par Waskian donnant un enfant parfait, Faputa. Celle-ci serait l'incarnation de la rage et de la haine d'Hirumiui exploitée par les Ganja et son seul souhait serait de détruire île Blue et de tuer tous ses habitants. Pour cela, Faputa compte bien sur l'aide de l'Aigu, celui-ci lui ayant promis de l'aider en échange d'un de ses membres à donner à Belaf pour récupérer Nanachi. Cependant, ce membre de Faputa, incarnation ultime de la valeur, réveilla les ombres et le nouveau 3e sage, Jurohimo, portant le nom de l'homme qui violentait et abusait de Vueko Elko durant son enfance. Jurohimo veut récupérer cette partie de Faputa et alors un combat s'engage entre lui et l'Aigu. Ce dernier, forcé d'utiliser son incinérateur pour vaincre son adversaire, créa alors un immense trou sur une des parois d'île Blue et détruisit la barrière qui protégeait le village. C'est alors que Faputa surgit, émettant son souhait de massacrer tous les villageois. Le combat de Faputa et la chute d'île Blue, ici on va parler des épisodes 10 à 12.
Sous un magnifique chant de Belaf, Nanachi se réveille avec les souvenirs de la fondation d'Île Blue. En fait, Belaf lui a fait don de ses souvenirs, souhaitant que la vérité et la mémoire des Ganja et de la fondation du village ne soient pas perdues. Se rendant compte que Mitty n'est pas l'original et qu'elle n'est qu'une copie créée par le village, Nanachi décide de lui dire adieu tandis qu'elle part pour se rendre auprès de Riko et Legu. Ce dernier se réveille d'ailleurs après avoir été épuisé par l'utilisation de son incinérateur et tente alors d'arrêter Faputa. C'est alors que leur flashback commence, on apprend qu'autrefois Legu voyageait pour une raison inconnue en direction de la surface de l'abysse. Sur son chemin, il avait alors croisé Faputa et Gaborone avec lesquels il se lia à l'amitié. Promettant à Faputa de revenir la chercher et l'aider à accomplir son destin, Legu avait quitté le 6ème niveau. Cependant, entre-temps et pour des raisons encore obscures, Legu a ensuite perdu ses souvenirs et il ne se rappelle alors pas de la promesse qu'il lui avait faite. Leur face-à-face commence, Faputa ne semble pas être raisonnable, voyant bien que Legu ne souhaite pas se battre, elle lui dit ô combien il est gentil avant de lui faire perdre connaissance. S'attaquant ensuite à Riko car pensant qu'elle est la cause de l'amnésie de Legu, Faputa est arrêté par Gaborone qui lui somme de ne pas s'attaquer à des innocents. C'est alors qu'apparaissent Nanachi et Belaf, ces derniers attaquant Faputa pour permettre aux habitants restants de s'enfuir. D'un autre côté, Waskan protège Vueko, la mettant à l'écart car il sait qu'elle est la clé pour raisonner Faputa. Cette dernière est alors en proie à un féroce combat contre Belaf qu'elle parvient à vaincre et à tuer. Celui-ci, ayant reçu la forme la plus parfaite pour un Areate, avait emmagasiné énormément de souvenirs de Hirumiui en se nourrissant de ses enfants. Il va alors tous les libérer à sa mort afin de donner la vérité à Faputa sur la fondation d'Île Blue. Au même moment et par la même brèche d'où est rentré Faputa, des milliers de monstres de 6ème niveau, dont 2 dragons turbinides, rentrent à Île Blue et commencent à détruire le village. Pour faire tenir la structure plus longtemps, Waskan utilise ses propriétés de Nareate pour étendre son corps et solidifier le village. Choquée par les souvenirs qu'elle vient de recevoir de Belaf, Faputa tente de combattre les monstres mais est laissée à l'article de la mort. Pour lui éviter de mourir, Gaborone se sacrifiera en la protégeant. Il ne semble plus y avoir d'espoir pour Faputa quand soudain les villageois décident de lui venir en aide et ceux-ci lui offrent leur chair et leur valeur pour qu'elle puisse se régénérer. Commençant à comprendre la véritable essence d'Île Blue, Faputa remercie les villageois et s'en va combattre les monstres à nouveau, tandis que l'on a un nouveau flashback de la rencontre entre elle et Gaborone. On y apprend que c'est bien Faputa qui a amené Pushka au village et que c'est également elle qui a disposé des cadavres de monstres nauséabonds pour éloigner le danger du campement de Riko, Legu et Nanachi. Dans les entrées du village, Riko, Nanachi, Mugi, Maa, Majikaja et une autre Ganja, Pakoyan, lointaine amie de Vueko, sont en train de s'enfuir lorsqu'ils retrouvent Waskan ayant laissé partir Vueko Elko et étant mourant après avoir utilisé toute son énergie pour protéger la structure de village. Discutant de ses motivations, Waskan dit qu'il regrette d'avoir abandonné Vueko ainsi que sa foi d'aventurier, qu'il est en même temps content que les choses se soient déroulées ainsi, démontrant alors qu'il avait d'une certaine manière tout prévu. Il finira par mourir d'épuisement. De son côté, Vueko, destiné à retrouver Faputa, se retrouve mortellement blessé par la malédiction de l'abysse car n'étant pas encore une Nareate, mais bel et bien une humaine, et alors que la barrière protectrice de Île Blue est définitivement détruite. Elle sera sauvée de la mort par Pakoyan qui se sacrifiera pour elle, tandis que nos héros et les derniers villageois s'en retournent en haut du village pour aider Faputa. Ils récupèrent alors Vueko sur le chemin, tandis que les villageois restants offrent leur chair et leur valeur à leur reine, qui cède alors de Legu pour vaincre les monstres. Gagnant en puissance, Faputa parvient à vaincre les monstres et les dragons turbinides à l'aide de Legu et d'Urohimo, qu'elle finit aussi par absorber. C'est en dehors des ruines de Île Blue que nos héros se retrouvent et que Faputa arrive enfin à parler à Vueko, celle que sa propre mère, Hirumiui, considérait comme sa mère. Celle-ci partage un amour profond et complexe, comme si elles étaient de la même famille. Finalement, Vueko sera la dernière des Ganja à s'éteindre, ainsi s'achève l'histoire du village d'Île Blue. Conclusion, ce qu'on aime dans cette saison 2. Si la saison 1 était plutôt portée sur l'aventure, la saison 2 de Made in Abyss était quelque chose de beaucoup plus philosophique et social. On est partagé entre plusieurs émotions et plusieurs questions dont on n'arrivera sûrement jamais à trouver de réponse. Faputa souhaitait la destruction du village car elle considérait que les habitants d'Île Blue étaient ceux qui avaient tué sa mère. Elle l'entendait crier, implorant qu'on la détruise. Le village lui-même n'était en réalité pas un cadeau ni une providence. Si toutes les ombres finissent par mourir et se sacrifier, c'est parce que chacune d'elles se sentait coupable. Doit-on en vouloir à Belaf d'avoir pris goût à la valeur d'Hirumiui? Doit-on en vouloir à Waskan d'avoir essayé de sauver la vie de ses hommes en dépit du bonheur et de l'avenir d'autres? Doit-on en vouloir à Vueko d'avoir perdu espoir et toute motivation pour tenter d'aider Faputa ou le village? La véritable conclusion de cette histoire, c'est que c'est finalement Faputa qui avait raison, alors même qu'une bonne partie de l'anime dirigeait le spectateur vers un attachement des habitants de Île Blue. Comme obligé de le faire pour sauver les siens, Waskan a sacrifié Hirumiui. Tous les habitants et les sages savent que ce qu'ils ont fait est mal, et ce sont bien Riko, Legu et Nanachi qui vont les raisonner. Voilà pourquoi Waskan n'a pas tenté d'arrêter Faputa, voilà pourquoi Belaf n'a jamais eu pour objectif de tuer la princesse, mais de seulement lui transmettre ses souvenirs, voilà pourquoi Vueko cherchait à retrouver la dernière fille d'Hirumiui pour s'excuser et transmettre tout l'amour qu'un enfant doit normalement recevoir de son parent.
Des musiques et des visuels à couper le souffle, des plot twists et des personnages bien écrits et développés, la réalisation et les scènes entremêlées du passé et du présent ont su créer un récit épique, intéressant, avec un excellent rythme qui fait que l'on ne s'ennuie jamais, même dans des passages plus mous que les scènes de combat ou les moments émouvants. Et pour parler des seiyuu, comment ne pas mentionner l'excellente performance de Misaki Kuno, qui a réussi à produire une voix très animale et authentique pour Faputa. En définitive, cette saison 2 a su nous captiver, nous, fans de Made in Abyss. L'anime avait déjà produit du très grand art avec la saison 1 et son film, mais la saison 2 a selon moi su aller encore plus loin pour donner ce que je pense être le meilleur animé de cet été. Personnellement, je ne peux que remercier le studio Kinema Citrus qui fait toujours un excellent travail et j'espère qu'on aura bientôt une suite, du moins quand le manga aura un peu plus d'avance. Sur ce, c'était Kamui, j'espère vous avoir bien expliqué la saison 2 de Made in Abyss. Allez la voir, vous ne le regretterez pas. Ciao!